Le Premier ministre australien au chevet d'un héros. Your courage is inspiring. Ahmed Al-Ahmed, originaire de Syrie, est l'homme qui a eu le courage de désarmer l'un des deux tireurs de Bondi Beach. Dimanche, un père et son fils, motivés par l'idéologie de l'État islamique, ont ouvert le feu sur des familles juives qui fêtaient Hanouka sur une plage de Sydney. 10 longues minutes de fusillade, 15 morts dont un Français et 42 blessés. L'un des assaillants a été tué par la police, l'autre grièvement blessé. Sur place, il y a quelques heures, l'ambassadeur d'Israël en Australie a accusé les autorités de n'avoir rien fait pour éviter cet attentat antisémite. À quoi peut-on s'attendre lorsque des graffitis sont peints partout en Australie, appelant à la mort d'Israël, à la mort de Tsahal? Depuis les massacres du Hamas du 7 octobre 2023 et la riposte militaire israélienne, les actes antisémites ont fortement augmenté en Australie, mais aussi aux États-Unis et en Europe. Début octobre, des Britanniques ont manifesté devant la résidence du Premier ministre après l'attaque mortelle contre une synagogue à Manchester lors de Yom Kippour. Un choc pour une communauté juive sur ses gardes. Je ne porte plus constamment mon étoile de David. Cela dépend où je me trouve. En France, les actes antisémites ont également augmenté après le 7 octobre, plus de 180% en 2023. Le grand rabbin du Raincy en appelle aux politiques pour prévenir les violences avant qu'il ne soit trop tard. Lorsqu'on tue, ça commence pas par des balles, ça commence par des mots de haine, des mots, des manifestations violentes où on démonise la communauté juive, on assimile la communauté juive et Israël. Alors le conflit israélo-palestinien explique-t-il à lui seul l'augmentation des actes haineux dirigés contre les Juifs comme à Bondi Beach? L'antisémitisme est-il en train de gagner du terrain partout dans le monde? Comment y faire face? Nos trois invités pour ce débat, Simone Rodan-Benzaken, bonsoir, essayiste, ancienne directrice de l'American Jewish Committee en Europe. Vous considérez qu'il y a une globalisation de l'antisémitisme contemporain dans quasiment tous les pays occidentaux. L'attaque de Sydney était prévisible, selon vous. Il faut faire par ailleurs le lien entre islamisme et antisémitisme. À côté de vous, Stéphane Ancel, bonsoir, historien, président de la commission Mémoire, Histoire et Droits de l'Homme à la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Dernier essai, l'antisémitisme en question. Selon vous, l'antisémitisme s'inscrit dans le même schéma depuis l'Antiquité. Il est latent et des déclencheurs circonstanciels conduisent à son déchaînement. Là, c'est clairement lié à la situation en Israël et à Gaza. À côté de vous, Michel Vievorka, bonsoir, sociologue, spécialiste des questions d'antisémitisme et de racisme. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. Dernier essai, la dernière histoire juive, c'était aux éditions de l'Aube. Et selon vous, il ne faut pas laisser le débat s'électriser en permanence. Vous croyez en la pédagogie pour limiter la haine qui monte. Et vous ajoutez, il faut des politiques publiques d'encouragement à l'intégration. Et on va démarrer le débat avec le chiffre du jour. Qui fait froid dans le dos. Plus de 1600 actes antisémites, précisément 1654, ont été enregistrés en Australie entre octobre 2024 et septembre dernier. Le pays est confronté à une explosion du nombre d'actes visant la communauté juive depuis le 7 octobre 2023 et le début de la guerre à Gaza. Cafés, cachères et synagogues incendiées, écoles juives menacées ou encore manifestations au slogan clairement antisémite. Simone Rodan-Benzaken, cet enchaînement de faits dont je viens de parler a abouti selon vous à ce qui s'est passé sur cette plage? Oui, absolument. Quand vous regardez, cela a commencé le 9 octobre. 2023, 2 jours après l'attentat, le pogrom qui a eu lieu en Israël, où devant l'opéra de Sydney, des centaines de personnes se sont réunies pour crier « Fuck the Jews », je suis désolée, et gazer les Juifs. Le gouvernement australien n'avait pas vraiment pris en considération, en tout cas n'a pas fait suffisamment pour combattre ce phénomène. Et au fur et à mesure du temps, les choses se sont installées. Vous avez mentionné plus de 1000 actes antisémites l'année dernière. L'année d'avant, il y a eu presque plus de 2000 actes antisémites pour une communauté juive qui est toute petite. C'est 120 000 personnes à peu près de juifs en Australie. Stéphane Ancel, est-ce qu'il y a une définition universelle de l'acte antisémite ou pas? Il y a des discussions autour de cela. Qu'est-ce qu'un acte antisémite?
Oui, des discussions. Après, on s'accorde quand même autour de l'attaque contre des personnes en raison de leur appartenance réelle ou supposée envers une communauté, une religion. Mais étant donné que le judaïsme lui-même est extrêmement complexe, peuple, identité, religion, l'antisémitisme aussi prend des formes très très complexes. Et Michel Viorca, parmi ces formes, on peut évoquer l'antisémitisme, l'antijudaïsme aussi, enfin historiquement. Alors historiquement, ça commence comme ça. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un phénomène religieux. Oui. Au départ, on déteste les Juifs parce qu'ils sont supposés être un peuple déicide. Ils ont tué Jésus. Et que deuxièmement, j'allais dire, ils ne veulent pas s'intégrer. Ils ne veulent pas reconnaître la nouvelle religion, le christianisme. Ça prend toutes sortes de formes. Et puis arrive grosso modo la deuxième moitié du 19e siècle. Et à ce moment-là, on est dans un contexte où les idées raciales ou racistes prospère, on hiérarchise les races, on parle aussi beaucoup des langues sémites ou sémitiques, des peuples, etc. Et donc dans ce contexte-là, quelqu'un forge le mot d'antisémite et d'antisémitisme, qui connaît un succès fulgurant en quelques années, et qui indique pas seulement qu'il y a un nouveau mot, mais qu'il y a quelque chose de neuf. Les Juifs ne sont plus une religion, ou plus seulement une religion, ils sont, dans cette perspective, une race. On va évoquer avec vous trois et avec Anna les États-Unis. On parlait de ce qui se passe en Australie. Aux États-Unis, les actes antisémites se sont multipliés et bien plus que multipliés depuis 10 ans. Oui, l'année dernière, 9 354 actes antisémites ont été recensés par l'ADL. C'est la Ligue anti-diffamation américaine, dans un pays qui accueille la plus importante communauté juive hors d'Israël. Et ces actes, ils ont bondi de, vous allez le voir, 900% en 10 ans. Il y a eu, peut-être que vous vous en rappelez, cet attentat en 2018 dans une synagogue de Pittsburgh qui avait fait 11 morts et 6 blessés et qui reste à ce jour la pire attaque antisémite aux États-Unis. Et plus récemment, il y a eu cette autre fusillade au mois de mai qui a tué 2 employés de l'ambassade d'Israël à Washington à la sortie d'un musée juif. Donald Trump, le président, avait alors appelé à ce que, je le cite, ces horribles meurtres motivés par l'antisémitisme cessent tout de suite. De manière générale, depuis sa réélection, il a fait de la lutte contre l'antisémitisme son cheval de bataille qui s'est cristallisé notamment autour des campus universitaires. Une task force, un groupe de travail, a même été créé sur décret présidentiel dès le mois de février. À sa tête, Léo Terrell, un ancien de Fox News et avocat spécialisé dans les droits civiques, lui-même placé sous l'autorité de Stephen Miller, très proche conseiller de Donald Trump, qui d'ailleurs ne cache pas ses ambitions, à savoir celle de lutter contre les bastions, on le voit ici, woke, de la gauche radicale, hostile aux vraies valeurs américaines. Et c'est donc cette task force qui est à l'origine du gel des subventions d'Harvard. Mais d'autres universités étaient aussi dans le viseur parce qu'elles avaient connu des incidents antisémites depuis octobre 2023, comme notamment l'université de Berkeley, celle de Columbia ou celle de George Washington. Michel Viorca, est-ce qu'on sait identifier ce qui alimente ou ce qui participe à la montée de cet antisémitisme? Est-ce que ce sont les influenceurs, l'Église, les politiques? Bon, d'abord, pays par pays, ça peut changer. Le phénomène, vous avez raison, il est à la fois global et en même temps national. Il dépend évidemment de la société considérée, de son histoire, de son mode de fonctionnement, de ses élites, de beaucoup de choses. Ensuite, c'est pour ça que j'insiste sur la complexité du problème. Ensuite, les formes de l'antisémitisme peuvent varier. Je vais prendre un quart de seconde l'exemple français. Il y a de moins en moins de préjugés, d'après les enquêtes régulières, en particulier celles de la CNCDE. Donc chaque année, on mesure les préjugés. Il semblerait qu'ils soient plutôt à la baisse. Il y a des violences plus fortes. Ensuite, donc les formes, les unes peuvent monter, les autres peuvent descendre, vous voyez, donc c'est très, très difficile. Ensuite, je crois que, quand même, il y a 2 choses extrêmement lourdes qui valent pour le monde entier. Premièrement, c'est ce qui s'est passé avec la Shoah. C'est-à-dire, il faut savoir que la Shoah, contrairement à une idée trop simple, c'est pas juste après la guerre que tout le monde a pris conscience de ce que c'était. C'est dans les années 80 ? C'est dans les années 80. Aux États-Unis, à la fin des années 70, le feuilleton Holocauste, on a d'ailleurs fait passer en France quelques mois après qu'il soit sorti aux États-Unis, et ensuite, dans le monde entier, a commencé par la France, le film de Claude Lanzmann, Shoah, 1985. Alors au début, l'opinion n'était pas tellement préparée à tout ça. Donc elle reçoit ça en pleine figure, ça et d'autres choses, mais qui vont toutes dans le même sens. Et à ce moment-là, la Shoah, il y a un effet de sidération et je dirais une certaine bienveillance pour les Juifs. Et donc ces années 80-90 sont des années, toutes choses relatives bien sûr, plutôt heureuses. Donc premièrement, il y a ça, et à partir de la fin des années 90, ça redescend. C'est la première chose qui joue. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a la relation à Israël.
l'image d'Israël, tout ça aussi à nuancer, bien sûr, elle est plutôt positive au début, plutôt. Et puis arrive un moment qui, pour moi, est un moment tournant, 82. C'est-à-dire l'opération de l'armée israélienne au Liban, je ne rentre pas dans le détail, et des milices chrétiennes, donc ce n'est pas l'armée israélienne, mais sous les yeux de l'armée israélienne, tue des centaines de Palestiniens. Et là, un mouvement à l'intérieur d'Israël, pas seulement à l'extérieur, mais l'image d'Israël commence à s'altérer. Et donc, les Juifs sont moins protégés aujourd'hui par l'évocation de la Shoah, et les Juifs sont moins protégés dans la relation imaginaire, symbolique qu'on peut avoir à Israël. Ouais. Et Stéphane Ancel, quand même, 68% des Français considèrent aujourd'hui que l'antisémitisme est un phénomène répandu en France, mais 1 sur 2 pense qu'une lutte contre l'antisémitisme est actuellement vraiment mise en place par les pouvoirs publics. Pour eux, ça ne semble pas être une priorité. Comment vous l'interprétez ? Pour eux, c'est-à-dire Est-ce qu'il n'y a pas un contraste entre les Français qui pensent que l'antisémitisme est un phénomène et les pouvoirs publics qui font insuffisamment ? Alors, c'est extrêmement compliqué de lutter contre un phénomène comme ça, aussi imprégné, aussi puissant et qui ressort lors de crises circonstancielles et géopolitiques. Il y a à la fois une lutte judiciaire, il y a une lutte policière, il y a le renseignement en amont qui va essayer évidemment de contrer des actes violents, et puis il y a tout le travail pédagogique. Et on sait parfaitement à quel point c'est compliqué, il faut aller sur le terrain. Il faut convaincre un à un, et notamment les jeunes, et qui sont de moins en moins sensibilisés à l'histoire, moins en moins peut-être en lien avec ces choses du passé. Il y a des replis communautaires, des replis individualistes, et donc il y a un travail de terrain qui suppose beaucoup de moyens, et on en manque souvent. Oui. Simone Rodin-Benzaken, on parlait des causes. Pour vous, quelles sont les causes, par exemple, en France, qui expliquent cet antisémitisme ? La France a été probablement l'un des premiers pays à vivre ce qu'on a appelé pendant longtemps l'antisémitisme, le nouvel antisémitisme, qui est plus tout à fait nouveau, parce qu'au début des années 2000, il est apparu ici très clairement en France. Il s'est globalisé. On l'a vu en Europe occidentale, on l'a vu en Angleterre, on l'a vu beaucoup en Belgique, on l'a vu bien évidemment en Allemagne, au Danemark, en Suède, un peu partout en Europe. Et depuis le 7 octobre, il a explosé et il se trouve un peu partout, donc y compris en Australie, aux États-Unis, au Canada. Il n'y a presque aucun pays qui est épargné. Et les causes... elles sont multiples. Il y a bien évidemment un antisémitisme qui se cache derrière un antisionisme, c'est-à-dire qui utilise la question d'Israël comme un prétexte pour se cacher derrière, mais qui n'est rien d'autre que, d'une certaine manière, de vieux stéréotypes antisémites, c'est-à-dire l'incarnation d'Israël, du sionisme, des Juifs comme mal absolu, des termes qui sont utilisés, qui criminalisent Israël, qui rendent les Juifs coupables collectivement. Et ensuite, ce que je disais au début, il y a la question, bien évidemment, de l'islamisme, et qui a comme colonne vertébrale, en réalité, l'antisémitisme. Quand on regarde, par exemple, en Europe, la quasi-totalité, même pas la quasi-totalité, la totalité des Juifs qui ont été assassinés en Europe depuis le début des années 2000, donc depuis 2003, depuis Sébastien Selam, ont été tués par des gens qui sont liés à des causes islamistes. Et Michel Viorca, sur l'antisionisme, qui serait une sorte de nouvel antisémitisme, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est très simple à dire, mais c'est pas facile à tester. Vladimir Yankelevitch, en 85, avait eu cette formule: l'antisionisme est une incroyable aubaine, il est la permission d'être démocratiquement antisémite. Est-ce que c'est pertinent ? C'est pertinent, c'est intelligent, c'est intelligent. Je crois que ce qu'il faut dire, c'est la chose suivante. On peut être... Et d'abord, il faut distinguer la période avant la création de l'État d'Israël et après. Avant la création de l'État d'Israël, c'est une affaire juive, l'antisionisme. Il y a des gens, des Juifs, pour des raisons religieuses ou pour des raisons politiques, qui veulent rester en diaspora. Donc, c'est différent, qui sont antisionistes. Donc, c'est pas la même chose, premièrement. Deuxièmement, l'antisionisme n'est pas nécessairement un antisémitisme. Et je vais vous dire, à mon avis, quand est-ce que la ligne est franchie de façon claire. Quand, premièrement, on dénie aux Juifs le droit d'avoir un État. Si je vous dis les pires horreurs sur le régime des ayatollahs en Iran,
vous n'en déduirez pas que je pense qu'il faut détruire l'État iranien. Il faut changer de régime. Par contre, si je vous dis les pires horreurs sur l'État d'Israël, vous en déduirez que je suis pour la destruction de l'État d'Israël. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est non moins important, c'est quand il se met en place, depuis le 7 octobre 2023, quand il se met en place une sorte de négationnisme soft. Je m'explique. On minimise, on banalise ce qui s'est passé ce jour-là. C'est-à-dire plus de 1200 morts, je ne sais pas combien de blessés, des otages, etc., et des crimes, des viols, des tortures, enfin, toutes sortes d'horreurs. Si tout ça est banalisé, minimisé, si on dit oui, mais, et puis qu'on passe tout de suite à autre chose, là, à mon avis, on franchit la ligne rouge. Puisqu'on parle d'Israël, justement, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a accusé les autorités australiennes de ne pas avoir anticipé l'attaque de ce week-end. Le Premier ministre israélien a ainsi rendu publique la lettre envoyée en août dernier à son homologue australien. Écoutez. I wrote, your call for a Palestinian state pours fuel on the anti-Semitic fire. Anti-Semitism is a cancer. It spreads when leaders stay silent. You did nothing to curb the cancer cells that were growing inside your country. You took no action. You let the disease spread. And the result is the horrific attacks on Jews we saw today. Stéphane Ancel, comment vous analysez cette réaction de Benjamin Netanyahou ? Surtout, on parlait d'instrumentalisation de l'antisémitisme. C'est pas nouveau, c'est classique. Depuis, même avant la naissance de l'État d'Israël, même pendant la guerre, les sionistes qui se trouvaient en Palestine reprochaient l'assimilation des Juifs d'Europe, de ne pas être venus participer à ce projet-là, émancipateur, et donc de s'être laissés pris, finalement, dans ce piège-là de l'antisémitisme en Europe. Et depuis, tous les premiers ministres, à part, me semble-t-il, Yitzhak Rabin, avaient utilisé d'abord la Shoah en disant que ça ne se reproduirait pas parce qu'il y a l'État d'Israël, et l'antisémitisme parce que c'est un État refuge, c'est la légitimité finalement fondamentale, et par ailleurs, eh bien, ça permet aussi d'appeler les Juifs à rejoindre l'État d'Israël, et donc d'augmenter la démographie. Oui. Alors, du coup, est-ce qu'il n'est pas dans son rôle, le Premier ministre israélien, Simone Écoutez, Benzaken, moi, pour plutôt vous que de me concentrer sur qui dit, j'aimerais plus me concentrer de ce qui est dit. Et Benjamin Netanyahou, comme il a été dit, fait ce que beaucoup de premiers ministres israéliens ont fait avant lui. Mais la vraie question, c'est est-ce que le gouvernement australien a fait suffisamment pour lutter contre l'antisémitisme, oui ou non ? Et la quasi-totalité des Juifs australiens, depuis des jours, depuis que cet horrible attentat a eu lieu, parlent ouvertement à la télé, dans les podcasts. Ils le disent très clairement, et ils le disent depuis le 7 octobre. Le gouvernement australien n'a pas fait assez pour lutter malgré la contre... nomination d'un délégué interministériel. D'un délégué interministériel qui a fait un plan qui n'a jamais été adopté. Jamais. Donc, il y a évidemment une question. Et aux États-Unis, en France, on parle partout de la nécessité d'avoir une tolérance zéro. Le gouvernement australien, s'il veut faire des choses sur le Covid, sur la question des immigrés, les boat people, etc., il s'est extrêmement ferme. Sur la question de l'antisémitisme, il n'a pas été... Michel Vivorca, laxisme, relativisme ? Écoutez, on peut critiquer le gouvernement australien là-dessus, mais je dirais aussi la question de qui critique n'est pas négligeable. Je trouve, moi, personnellement, indécent le discours de Netanyahou sur ce registre-là. Parce que imaginez qu'au lendemain du 7 octobre, le gouvernement australien ait fait un communiqué pour dire tout ça, c'est parce que M. Netanyahou laissait les valises de dollars arriver au Hamas, n'a rien voulu écouter des services secrets, etc., etc. Donc, je trouve ça, moi, indécent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, autant j'accepte l'idée qu'il faut critiquer le gouvernement australien, ça c'est clair. Mais mêler ça tout de suite au fait que est en jeu la question de savoir s'il a eu un rôle dans la poussée de l'antisémitisme en étant favorable à l'idée de deux États, la Palestine. Là je trouve que c'est un peu rapide, car on ne pourra savoir ce qui s'est passé ce jour-là de ce point de vue-là que lorsqu'on en saura un peu plus, on commence à en savoir un peu plus sur les criminels. Or, les criminels se sont apparemment préparés ou formés avant le 23 octobre et avant ce genre de déclaration. Donc c'est ça, c'est là où je trouve qu'il y a un problème, mais je suis évidemment convaincu qu'il aurait fallu
en Australie une autre politique. Ça, bien sûr. Alors, mais c'est qui critique qui me semble contestable. Alors on en vient à comment combattre ce fléau. Vous parliez tout à l'heure des préjugés, Michel Vivorca. Ils semblent toujours avoir la peau dure. On va regarder en France, 52% des Français pensent que les Juifs sont plus attachés à Israël qu'à la France. 49% pensent qu'ils ont des lobbies très puissants intervenant en haut lieu. 46% estiment que les Juifs sont plus riches que la moyenne des Français. C'est un sondage qui a été fait en 2024. Stéphane Ancel. Oui. Comment fait-on ? Comment lutte-t-on ? Quelle pédagogie ? Alors, moi, d'abord, je suis partisan de distinguer, en fait, de qui ça vient. C'est-à-dire que vous avez des idéologues, à la Soral, Dieudonné éventuellement, qui jouent là-dessus et dont c'est le business. Et là, essayer d'aller les convaincre, d'essayer d'aller porter la bonne parole auprès de ces gens-là me semble vain. Et là, c'est vraiment la justice, c'est vraiment la répression qui doit, comme pour Soral qui a été condamné récemment, voilà, Alain Soral. Et en revanche, il y a un grand nombre de personnes, et je le vois avec mes étudiants, qui sont travaillées par ces idées reçues, mais par simplement méconnaissance, ignorance, désintérêt. Et là, il y a un vrai travail pédagogique à faire sur le terrain. À faire aussi, Simone Ronan-Benzaken, par les politiques eux-mêmes. On s'interroge, certains disent qu'il y a un basculement d'un antisémitisme historiquement d'extrême droite à un antisémitisme d'extrême gauche. Est-ce que vous partagez cette opinion ou pas ? Oui, je pense que... De la gauche. Il y a évidemment un sujet de l'extrême gauche en France et ailleurs. Avant la France insoumise en France, on avait Jeremy Corbyn en Angleterre. Il y a eu évidemment la question de l'instrumentalisation de la cause palestinienne avec la volonté constamment de franchir la ligne rouge. N'oublions pas que le Parti travailliste anglais a été... condamné d'une certaine manière d'être institutionnellement antisémite. Donc oui, évidemment, il y a un antisémitisme d'extrême gauche qui, encore une fois, utilise la question israélo-palestinienne comme un espèce de carburant pour changer de langage. Et en réalité, encore une fois, n'oublions pas, les actes sont toujours précédés par des mots et des opinions. Rapidement, Michel Vivorca, sur cette question. 3 choses. 1, il n'y a plus la mémoire vivante. Il n'y a plus de survivants, il n'y a plus de grands coupables, il n'y a plus de grands procès, donc on rentre dans autre chose. Et l'autre chose, c'est de l'histoire. Et donc il faut enseigner les choses bien. Et pour ça, la question avant les élèves, c'est les profs. Je crois qu'il y a un énorme travail à faire dans l'éducation nationale en ce qui concerne les profs. Et la troisième remarque que je voudrais faire, à droite, ça n'a pas disparu, mais ça cesse d'être quelque chose de moteur, de mobilisateur. C'est plus l'horizon de l'action. Mais ça n'a pas disparu. C'est pas parce que la patronne a dit c'est fini que c'est fini. Pensez à la patronne du RN quand vous parlez de la patronne. Très bien. Merci à tous les trois d'être venus débattre ce soir.